Donc Super. d'abord, peut-être un petit élément, on parle de l'approche par les capacités. Quelques éléments, un tout petit peu d'introduction par rapport à ça. C'est une approche, on va dire, qui a émergé en lien beaucoup avec les questions de développement ou avec les pays en voie de développement, et qui était une approche qui essayait d'une certaine manière de mesurer le développement de ces pays à partir de critères un peu différents, hein. D'habitude, on a l'habitude de faire appel au PIB, au produit intérieur brut, à la richesse économique. Et là, on s'est dit, mais il faut mesurer le développement des pays à partir des capacités, c'est-à-dire dans quelle mesure les personnes qui résident dans un pays peuvent mener une vie, ont la liberté réelle de mener une vie qu'elles ont des raisons de valoriser. Donc, vous voyez, c'est pas enrichir les personnes, macro, le niveau de PIB, mais c'est de donner aux personnes la liberté réelle de mener une vie qu'elles ont des raisons de valoriser. Et donc, ça permet d'avoir une vision qui est beaucoup plus large autour de cette question du développement. Et ça a, par exemple, inspiré l'adoption de l'indice de développement humain dans le cadre du programme des Nations Unies pour le développement, l'indice de développement humain qui intègre, à côté du PIB, aussi la question de la santé, la question de l'éducation, des choses de ce type-là. Donc, c'est une approche qui propose un autre critère pour mesurer le développement des pays. Et nous, notre but, ça a été d'une certaine façon de se dire, mais est-ce que cette approche, on ne pourrait pas l'utiliser comme perspective pour analyser l'action publique dans les pays, non pas les pays en voie de développement, mais dans les pays riches. Ça veut dire, est-ce que les politiques qui sont mises en place dans les pays riches permettent de donner aux personnes davantage de liberté réelle, de mener une vie qu'elles ont des raisons de valoriser? Et donc, ça peut être pour les personnes qui sont en situation d'addiction, mais ça peut être pour les personnes qui sont en situation de handicap, de pauvreté, etc. Donc, est-ce que les politiques sociales, les politiques sanitaires permettent aux personnes concernées d'avoir davantage de liberté réelle, de mener une vie qui a de la valeur pour elles, donc de mener une vie qu'elles ont des raisons de valoriser? Et à partir de cette question, on s'est rencontré avec Nathalie, et puis on a partagé une certaine forme d'étonnement qu'on rencontre par rapport au mode d'action publique qui est mené dans les pays riches ou dans les pays de l'OCDE. Et là, vous pouvez passer à la première diapositive, Oui, Nathalie. oui, C'était de se dire que finalement, il y a un très large consensus auprès des experts concernés pour dire que toutes les questions de vulnérabilité sociale ou de fragilité mentale, même des questions d'addiction, en fait, c'est des questions qui se jouent au croisement de facteurs individuels, de fragilité individuelle ou de comportement individuel ou de manque de compétences individuelles, et donc au croisement de ces types de facteurs individuels et des facteurs qui sont plus des facteurs environnementaux, contextuels, comment la société est faite, comment l'économie fonctionne, etc. Si les personnes sont en burn-out, c'est pas simplement parce qu'elles sont incompétentes, fatiguées ou je ne sais quoi, mais c'est aussi parce que la société est épuisante. Et donc c'est un peu au croisement de ces facteurs individuels et de ces facteurs sociétaux que ces questions-là de vulnérabilité sociale, de fragilité mentale, d'addiction, etc., se jouent. Et le paradoxe qui nous a un peu frappé avec Nathalie, c'est de se dire, ben, on est d'accord sur le diagnostic, ça se joue au croisement de facteurs individuels et de facteurs sociétaux, économiques, contextuels, environnementaux. Mais quand il s'agit de mener une action publique pour essayer de résoudre ces problèmes, en fait, on insiste pratiquement le plus souvent que sur les individus. C'est-à-dire, grosso modo, on a un problème qui engage la société, l'économie, le contexte et les personnes, et la réponse, elle devrait être portée uniquement par les individus, en tout cas très fortement par les individus. En fait, c'est aux individus de se motiver, de se bouger, et c'est eux qui vont pouvoir résoudre les problèmes qui sont liés à la fragilité mentale, à l'addiction, des choses comme ça. Et on voit ce type de responsabilisation des individus, on le voit sous différentes formes pouvoir s'exprimer. Dans les pays anglo-saxons, qui souvent sont désignés comme étant des pays néolibéraux, cette espèce d'accent qui est mis sur les individus coïncide avec une forme de retrait de l'État. Hein, ça veut dire l'État et l'action publique doivent en faire le moins possible pour, d'une certaine façon, mettre les individus en devoir de se bouger, de se motiver, de se prendre en charge. Et il y a même presque une idéologie là derrière qui est de dire il faut que l'État en fasse le moins possible parce que plus l'État en fait, plus il crée ce qu'on appelle des trappes de dépendance. Les trappes de dépendance, ça veut dire qu'il en fait beaucoup aux individus et les individus vont s'installer dans ce confort de l'action publique qui est donné par l'action publique dans une forme de dépendance et ils ne vont plus déployer tous les efforts possibles pour essayer de s'en sortir par eux-mêmes. Donc, vous voyez, l'État doit en faire le moins possible pour responsabiliser les individus. Vous avez peut-être plus dans les pays continentaux, les pays d'Europe continentale, vous avez une notion de responsabilisation individuelle qui va s'exprimer sous la forme de ce qu'on appelle l'état d'investissement social. Ça veut dire que l'État va investir
dans les compétences des individus, va former les individus, va qualifier les individus pour essayer de leur donner les moyens de s'intégrer dans la société, de sortir de leur situation de vulnérabilité, de fragilité mentale ou des choses de ce type-là. Mais là aussi, il n'y a pas une volonté d'agir sur l'économie, d'agir sur le contexte, de changer la société, mais il y a une volonté de changer les individus, d'équiper les individus pour leur donner la possibilité de s'intégrer dans la société, si vous voulez bien. Et une troisième forme qu'on peut observer de cette responsabilisation individuelle, c'est une responsabilisation individuelle qui, d'une certaine façon, va dire ben, on va aider que les individus les plus méritants. Hein, ceux qui correspondent aux normes sociales, ceux qui, d'une certaine façon, se comportent de manière adéquate, ceux qui jouent le jeu, ceux qui jouent le devoir de collaborer, eh bien, ce sont les individus qui vont être aidés par rapport à ça. Mais vous voyez que, quelle que soit la forme, que ce soit l'État néolibéral, que ce soit l'investissement social dans les individus, ou que ce soit cette idée d'injonction normative, de dire bah, soyez méritant et on va vous aider, et si vous n'êtes pas méritant, bah, vous devrez vous débrouiller tout seul et on ne va pas vous aider. Quelle que soit la forme, il y a toujours un accent, un poids, une pression qui est mise sur les individus pour s'en sortir. Et le fait de s'en sortir relève des individus et relève d'une certaine façon d'une responsabilité individuelle par rapport à ça. Et l'approche par les capacités se situe en démarquage, hein, se démarque clairement de cette vision de la responsabilisation individuelle. Et donc, c'est un petit peu l'approche que j'aimerais vous présenter maintenant d'une manière théorique. Et puis ensuite, Nathalie prendra le relais et vous indiquera ce que cette approche peut avoir comme implication en termes de pratique au niveau en lien avec la question de la dictologie. Vous pouvez passer à la Oui. diapositive suivante, Nathalie. Donc, les capacités, la notion de capacité, la définition que vous en avez, c'est celle qui est notée à la première ligne de cette slide. Les capacités sont définies par Amartya Sen, qui est le philosophe et économiste indien, qui a un des philosophes et une des personnalités les plus importantes qui a porté cette approche. Et il définit les capacités comme étant la liberté réelle de mener la vie que l'on a des raisons de valoriser. Liberté réelle par opposition à la liberté formelle. Donc, ce n'est pas une liberté qu'on a simplement sur le papier, une liberté rhétorique, mais c'est une liberté qui doit s'ancrer dans le vécu des personnes, hein, qui doit véritablement être concrète, vécue dans l'expérience même des personnes. Et c'est une liberté de mener non pas n'importe quel type de vie, mais la vie que ces personnes ont des raisons de valoriser. Et donc, dans cette définition des capacités, il y a deux éléments qui sont importants et qui, me semble-t-il, peuvent aussi représenter des enjeux pour les pratiques en lien avec les questions d'addictologie. Et donc, j'aimerais présenter ces deux éléments. C'est ceux que vous avez en gras dans la définition. Le premier élément, c'est la notion de liberté réelle. Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une liberté formelle à une liberté réelle? Et le deuxième élément, c'est l'élément de raison de valoriser. Raison de valoriser. Donc, la liberté réelle, d'abord, si vous regardez le schéma que vous avez en dessous, le schéma sur la gauche de ce schéma ou sur la gauche de ce graphique, vous voyez tous les éléments qui sont mentionnés par cette approche, par les capacités, pour justifier, pour expliquer le passage d'une liberté formelle à une liberté réelle. Et tous ces éléments, c'est les éléments qui figurent, donc, comme je l'ai dit, sur la gauche de ce graphique. Vous avez donc des ressources, la possession de ressources. La personne doit avoir des ressources à disposition, mais en même temps, il doit aussi y avoir des facteurs de conversion, qu'on appelle dans ce jargon des facteurs de conversion, qui permettent de convertir la possession de ressources en une liberté réelle d'utiliser ces ressources d'une manière que l'on a des raisons de valoriser. Tout ça, c'est très, très abstrait, ce que je suis en train de vous dire, mais Sen prend très souvent un exemple qui permet de montrer très concrètement ce que ça veut dire. Il prend l'exemple du vélo. Si une personne a un vélo, la ressource est la ressource vélo. Une personne a un vélo, eh bien, le simple fait de posséder ce vélo ne suffit pas à dire que cette personne a la liberté réelle de se déplacer, de pouvoir se mouvoir d'une manière qu'elle a des raisons de valoriser. Pour qu'elle ait cette liberté réelle, il faut qu'elle ait à sa disposition des facteurs de conversion. Et les facteurs de conversion en question, ça peut être des facteurs de conversion individuels. Donc la personne doit avoir la capacité d'utiliser le vélo, hein. Si vous donnez à quelqu'un un vélo et qu'il ne sait pas comment l'utiliser, ça lui donne aucune liberté réelle. Il y a des facteurs de conversion sociaux. Donc il faut que le contexte socio-culturel et socio-politique permette à la personne ou autorise la personne à utiliser ce vélo. Imaginez que vous soyez dans un contexte où telle ou telle catégorie de la population ne soit pas autorisée à utiliser des vélos parce qu'on considérerait cela comme étant indécent. À ce moment-là, bah, vous donnez un vélo à un membre de cette catégorie, vous ne lui donnez aucune liberté réelle de se mouvoir. Et ensuite, il faut que l'environnement permette
à cette personne de pouvoir utiliser son vélo. Si vous avez un vélo dans un endroit où il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas de route qui permette d'utiliser ce vélo, eh bien, quelque part, la possession du vélo ne signifie rien du tout en termes de liberté réelle. Donc, sur la question de la liberté réelle, vous voyez, ça veut dire que le poids ne repose pas simplement sur l'individu lui-même, donc sur la capacité de l'individu à utiliser le vélo, mais il repose sur l'ensemble des facteurs. Il faut que les individus aient un vélo, il faut qu'il y ait un contexte qui les autorise à faire du vélo, et il faut qu'il y ait un environnement qui permette de faire du vélo par rapport à ça. Si vous avez un de ces facteurs qui manque, eh bien, la liberté réelle, d'une certaine façon, est manquée par rapport à ça. Imaginez que vous insistiez que sur la responsabilité individuelle, comme j'ai dit tout à l'heure. Bah, c'est comme si on insistait à des personnes, comment dire, pour que des personnes apprennent à faire du vélo dans un contexte où peut-être elles n'ont pas de vélo, elles n'ont pas la ressource, peut-être elles ne sont pas autorisées à faire du vélo, et peut-être il n'y a pas de cyclable, de piste cyclable pour pouvoir faire du vélo. Donc, vous voyez, c'est un contexte où il y a une vision, l'insistance ou l'accent qui est mis sur la responsabilité individuelle des personnes n'aboutit pas du tout à la liberté réelle de ces personnes. Et ça, c'est un point qui est très important et qui est en lien avec ce qui est mentionné en dessous comme étant la capacité d'action des personnes. Pour que les personnes puissent agir, puissent avoir la liberté réelle de mener une vie qu'elles ont des raisons de valoriser, eh bien, il faut l'ensemble de ces facteurs qui soient pris en compte. Et ensuite, le deuxième facteur qui doit être pris en compte et qui est important, la deuxième dimension, c'est la dimension de raison de valoriser. Dans l'approche par les capacités, il y a une insistance qui est très forte qui est mise sur la liberté de choix des personnes. Hein, on prend en compte les préférences des personnes. Ce n'est pas des personnes qui vont décider à la place des personnes ce qu'elles doivent faire. Ce n'est pas les soignants, les médecins, les addictologues ou je ne sais quoi qui vont décider à la place des personnes ce qu'elles doivent faire, comment elles doivent se comporter. Donc, on va prendre au sérieux ce que les personnes valorisent, donc quelles sont les préférences des personnes. Mais on ne va pas s'arrêter à ça. Donc, il y a une volonté de prendre au sérieux la liberté de choix. Mais en même temps, même si on prend au sérieux et qu'on valorise les préférences des personnes, il n'y a pas une sanctification de ces préférences. Ça veut dire que les personnes peuvent avoir des préférences qui, en fait, sont déraisonnables. Hein, si vous demandez à une personne ce qu'elle préfère, dans certains cas, elle peut avoir des goûts de luxe. Elle va dire, ben, moi, j'aimerais bien, je ne sais pas, avoir une maison sur la Riviera ou avoir une voiture de luxe ou des choses de ce type-là. Eh bien, à ce moment-là, ce n'est pas quelque chose que la personne a des raisons de valoriser. C'est peut-être une préférence qu'elle peut exprimer, mais ce n'est pas quelque chose qui est raisonnable et qu'elle a des raisons de valoriser. Et donc, cette notion de raison de valoriser, c'est une notion qui permet de questionner les préférences de la personne. Est-ce que ces préférences sont raisonnables? Et donc, il s'agit de valoriser non pas la liberté de choix absolue, où la personne pourrait faire absolument ce qu'elle voudrait, mais de valoriser la liberté de choix qui serait raisonnable par rapport à ça. Et donc, les préférences des personnes sont questionnées. Elles sont mises en discussion parce qu'elles peuvent être déraisonnables. Elles peuvent être déraisonnables si la personne, par exemple, a des goûts de luxe, c'est l'exemple que j'ai donné, mais elles peuvent aussi être déraisonnables si la personne a ce qu'on appelle, ce que c'est appelle des préférences adaptatives. C'est-à-dire, je vis dans tel ou tel milieu social qui est un peu défavorisé, par exemple, et je me dis, bah, dans ce milieu social-là, le fait de faire des études supérieures, de faire des études tertiaires, est quelque chose qui n'est pas fait pour moi. C'est quelque chose qui dépasse mes aspirations, qui dépasse ce qu'on fait dans mon milieu habituellement, et donc je vais adapter mes préférences et mes aspirations à la baisse pour en fait correspondre ou me résigner à la situation qui semble être mon destin, vu le milieu dans lequel je suis. On peut imaginer aussi une personne qui aient des fragilités mentales ou qui sont en situation d'addiction et qui se disent, mais telle ou telle chose, je ne vais de toute façon pas y arriver. Donc même si j'aimerais arrêter de fumer, par exemple, je n'y arrive pas. Donc je n'y arriverai de toute façon pas. Donc je vais plutôt avoir l'aspiration, mais laissez-moi fumer, foutez-moi la paix d'une certaine façon, si je peux le dire comme ça. Et ne venez pas remettre en question mon comportement par rapport à ça. Eh bien, Sen dit que la satisfaction des préférences des personnes ne peut pas être considéré comme le critère ultime de, de la qualité, si on veut bien, d'une action publique. Le but d'une action publique, le but d'une politique sociale ou d'une politique sanitaire, ça ne doit pas être de satisfaire les préférences des personnes, mais ça doit être de satisfaire les préférences raisonnables des personnes en question. Si la personne a des goûts de luxe, ben on va mettre en discussion ces goûts de luxe et puis on va essayer de la ramener à des préférences qui sont plus raisonnables par rapport à ça.
si une personne a des préférences adaptatives, si elle se résigne à tel ou tel destin ou à telle ou telle situation de vie, si elle estime qu'elle est incapable de faire telle ou telle chose, eh bien, il va s'agir de mettre en discussion ses préférences pour lui donner la possibilité peut-être de sortir de ce type de préférences et d'aller vers des préférences qui sont des préférences raisonnables. OK? Donc, on ne prend pas les préférences comme étant quelque chose qui est donné et qu'il s'agit de respecter, parce qu'il faut respecter la liberté de choix des personnes. On met en discussion les préférences des personnes pour essayer de voir comment on peut aboutir ou remettre en question les préférences en question pour aboutir à des préférences qui soient plus raisonnables. Mais ça veut dire aussi qu'après le processus, si la personne confirme, par exemple, après tout ce processus, que bah, elle veut continuer de fumer malgré tout, eh bien, quelque part, cette liberté de choix qui a été questionnée et qui apparaît comme étant raisonnable à la personne concernée, devrait aussi être respectée dans le cadre de l'approche par les capacités. Et donc, vous voyez, l'important, c'est d'avoir les deux. Si une personne a une liberté de choix, mais qu'elle n'a pas de pouvoir d'agir, qu'elle n'a pas tous ces éléments de la configuration que j'évoquais tout à l'heure qui lui permettent d'agir, quelque part, sa liberté de choix ne se, n'est pas quelque chose qui est concret, c'est pas une liberté réelle de choix. C'est une liberté sur le papier, mais qui ne peut pas se concrétiser. Si la personne a une liberté réelle, mais qu'en même temps, on ne reconnaît pas ses préférences, eh bien, à ce moment-là, on est dans un contexte qui sera un peu paternaliste. Ça veut dire, on va dire à la personne, on vous donne énormément de moyens à votre disposition, mais on va vous dire comment vous allez utiliser ces moyens et on va, d'une certaine manière, nier votre liberté de choix. Eh bien, l'approche par les capacités, elle dit qu'il doit y avoir les deux. OK? Donc, ça veut dire la capacité d'action, qui est une liberté réelle d'agir, avec tous les moyens qui sont mis à disposition de la personne et qui ne relève pas simplement de la responsabilité individuelle de la personne, mais qui relève aussi de tout le contexte de la personne concernée. Et puis, la liberté de choix, mais qui n'est pas une liberté de choix absolue, mais une liberté de choix qui doit être raisonnable, qui est d'une certaine manière favorisée ou promue par une mise en discussion des préférences de la personne. Et donc, comment dire, un débat qui se met autour de ces préférences et pour essayer d'identifier quelles sont les préférences qui peuvent être définies comme étant raisonnables. C'est les deux éléments qui font la force de l'approche par les capacités. OK? Il faut mettre ensemble la capacité d'action, qui doit être une liberté réelle, et la liberté de choix, qui doit être une liberté de choix raisonnable. Et c'est comment dire, la promotion des deux devient l'objectif d'une certaine façon de l'action publique. L'action publique doit donner aux personnes la réelle capacité d'agir, la liberté réelle, et elle doit permettre aux personnes d'avoir une liberté de choix qui soit raisonnable et qui soit non pas une liberté de choix absolue. Ça, c'est la présentation très générale de l'approche par les capacités. Maintenant, je vais juste reprendre les deux éléments, les deux parties. Donc, la partie capacité d'action, c'est celle que vous avez à droite du graphique, et la partie liberté de choix, à gauche du graphique, excusez-moi, et la partie liberté de choix, c'est celle que vous avez à droite du graphique qui figure dans la slide que vous avez sous les yeux. Maintenant, je reprends simplement les deux parties, ces deux dimensions, et indique quelques éléments qui m'apparaissent comme étant importants. Certaines choses, je les ai déjà mentionnées, donc je passerai plus rapidement, et d'autres, je développerai davantage cet élément-là. Vous pouvez passer à la slide suivante, Nathalie? Merci. Donc là, je vais parler de la question de la capacité d'action et de dire que le développement des capacités des personnes va pas dépendre seulement de la personne, mais va aussi demander des moyens et un environnement adéquat. Donc pas simplement le fait de donner des compétences à la personne, mais aussi le contexte dans lequel elle évolue, l'environnement dans lequel elle évolue. C'est pas qu'une question de responsabilité individuelle, c'est aussi la mise à disposition d'un environnement et de moyens qui sont adéquats. L'exemple du vélo, je l'ai déjà pris, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je reviens maintenant peut-être juste sur l'exemple de la personne en situation de handicap, qui est très souvent aussi évoqué par Amartya Sen. C'est-à-dire l'important dans le cadre de l'approche par les capacités telle que la développe Amartya Sen, c'est de prendre la personne telle qu'elle est dans sa situation concrète et dans son vécu concret, avec ses capacités et avec ses limites. Et ensuite de voir quelles sont les capacités qui peuvent être développées et comment l'environnement peut être façonné, peut être changé pour permettre à la personne de pouvoir développer ses capacités. Donc ça veut dire qu'une personne en situation de handicap, clairement, devrait recevoir, par exemple, davantage de ressources qu'une personne qui est en bonne santé. Si vous avez des problèmes de limitation de mobilité, bah, il faudra avoir accès à une chaise roulante ou à des choses de ce type-là. Donc, il faut avoir accès à davantage de ressources
il faut avoir davantage de soutien en termes de développement de certaines capacités ou de certaines compétences individuelles. Et puis, il faut aussi un aménagement du contexte qui tienne compte de ces insuffisances ou de ces incapacités que peut avoir la personne en situation de handicap pour faire en sorte que la situation de handicap ne se traduise pas en déficit de capacité pour la personne en question. OK? Donc, vous avez deux éléments qui sont vraiment importants par rapport à cette première dimension. Premier élément, c'est l'approche configurationnelle. Ça veut dire pas tout mettre le poids sur l'individu, mais prendre en compte le contexte et donner les ressources qui sont nécessaires. Et le deuxième élément, c'est avoir une approche qui soit située, qui soit personnalisée, qui prenne en compte les besoins particuliers et la situation particulière de l'individu. Et on peut voir cela à travers l'exemple de la personne en situation de handicap. Donc, vous voyez, la conclusion, elle est très claire. La restriction, ce qui concerne les moyens ou de l'environnement, si c'est conçu de manière un peu restrictive et qu'il y a pas, les éléments ne sont pas donnés pour aller dans ce sens-là, eh bien, le développement des capacités va être entravé. Et ça ne va pas pouvoir être compensé par un poids, une responsabilité qui est plus importante qui est mise sur la personne. Donc, si on prend la question de l'addiction, ça veut dire si tout le poids est mis sur la personne, sur la motivation de la personne, sur le fait que la personne doit être capable pour pouvoir s'en sortir, et que bah, ces éléments-là ne vont pas suffire si les autres éléments, les ressources et l'action sur l'environnement, les moyens ne sont pas donnés. Et donc, quelque part, il y aura quelque chose qui manquera et qui relèvera de ce qu'on appelle dans l'approche par les capacités la liberté-opportunité. La personne n'aura pas l'opportunité de développer ses capacités, elle manquera de liberté-opportunité. Elle ne pourra pas poser un choix raisonné parce qu'elle-même n'aura pas, d'une certaine façon, les capacités de le faire. Vous voyez, ça c'est un élément, donc une approche configurationnelle et une approche située du développement des capacités, de la santé mentale et aussi de la question de l'addiction. Si on prend la deuxième dimension, et Nathalie, je vous laisserai peut-être passer Oui, au deuxième point, sur la question de la liberté de choix. Là, on a aussi également un accent qui est très fort, qui est mis, la liberté de choix, l'autonomie, l'autodétermination, si on veut, n'est pas qu'une question ou une responsabilité individuelle. Ça va aussi demander un environnement qui doit être soutenant par rapport à ça. Et il y a quelque chose, cette idée de questionner les préférences, c'est quelque chose qui est absolument fondamental dans le cadre des capacités. Vous voyez, vouloir faire quelque chose, ça ne veut pas nécessairement dire être capable de faire quelque chose. Les deux sont très fortement liés. Pour avoir une personne qui semble très motivée et qui dit je veux à tout prix arrêter de fumer ou arrêter telle ou telle autre chose, mais qui dans les faits n'en est pas capable. Et donc, cet élément-là, il s'agit de donner les moyens pour forger la capacité de la personne d'être à la hauteur de sa motivation, d'une certaine façon. C'est ça ce qu'on appelle la liberté-opportunité par rapport à ça. De la même façon, ne pas être motivé à faire quelque chose, ça ne veut pas nécessairement dire être incapable de le faire dans l'absolu, être absolument incapable de le faire. Donc il s'agit aussi de pouvoir questionner cette déclaration de dire qu'on n'est pas motivé, qu'on préfère ne pas arrêter de fumer, par exemple, ou des choses de ce type-là, pour questionner ces éléments-là et peut-être aussi essayer de voir quels sont les éléments qui peuvent restaurer une forme de capacité d'agir par rapport à ces éléments-là. Vous voyez, il y a toujours cette idée de dire que la capacité d'agir, elle est fondamentale et elle est très, très fortement corrélée à la notion de liberté de choix, hein. Le fait de pouvoir agir, c'est quelque chose qui est au cœur de la liberté de choix, de la capacité de réaliser ou de mettre en œuvre cette liberté de choix. Et donc cette notion de liberté de choix, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, elle demande d'aller au-delà de deux visions ou deux écueils qu'on peut observer souvent aussi dans le champ des politiques sociales. C'est d'abord une vision paternaliste du choix, ça veut dire on sait ce qui est bon pour la personne. Dans le cadre des politiques d'intégration ou d'activation, des politiques sur lesquelles je travaille plus, on met très souvent en avant la notion de projet réaliste et réalisable. Il faut que la personne ait un projet réaliste et réalisable. Quand on a dit ça, on se dit, mais qui va décider ce que c'est qu'un projet réaliste et réalisable? Et la tendance, très souvent, c'est de dire, mais c'est le spécialiste en insertion. C'est l'agent local qui est le spécialiste de l'insertion qui peut dire, bah voilà, ce projet est réaliste et réalisable. Et donc, l'agent va décider à la place de la personne ce que la personne devrait faire. Et ça, c'est un premier écueil à éviter. Bah, c'est un écueil qui ne reconnaît pas de valeur aux préférences des personnes, qui risque de rebuter les personnes et de faire en sorte que les personnes ne vont pas jouer le jeu d'une certaine façon. Donc, il faut dépasser ce premier écueil que je désigne dans cette slide comme étant une vision paternaliste du choix. On sait en tant qu'intervenant social ou sanitaire ce que la personne devrait faire et on va décider à sa place. Et ça, c'est une manière de ne pas reconnaître ses préférences, donc de ne pas prendre au sérieux ce que la personne valorise.
Et donc, c'est quelque chose qui va à l'encontre du développement des capacités. Mais en même temps, le deuxième écueil, ce serait de dire, bah, en fait, la personne, elle a des préférences, il faut la laisser décider seule, il faut la laisser décider de manière souveraine. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure à travers les exemples que j'ai évoqués, quand la personne décide de manière souveraine ou décide de manière seule, elle peut décider, elle peut avoir des préférences qui sont déraisonnables. Et donc, il faut d'une certaine façon trouver une voie médiane entre ces deux choses-là. C'est-à-dire ne pas décider à la place de la personne, mais ne pas la laisser décider seule parce que ça peut la mener à prendre des décisions déraisonnables. Donc, il faut discuter, mettre en discussion, questionner ses préférences de manière à pouvoir peut-être se donner les moyens de dépasser ce que j'appelle là le problème des préférences adaptatives. Donc l'enjeu, si vous voulez bien, que ce soit pour le projet réaliste et réalisable ou pour d'autres types de contextes, c'est de donner à la personne les moyens d'un choix libre et raisonné, de lui donner les informations qui sont nécessaires et qui sont pertinentes, de lui donner un espace de parole où elle puisse s'exprimer, de lui donner du temps pour qu'on puisse discuter de ces différents éléments-là. Peut-être aussi de lui donner la possibilité d'échouer. Ça veut dire de ne pas réussir à mettre au premier coup en place son projet, mais peut-être de se dire, bah, grâce à mon échec, j'ai appris un certain nombre de choses et je peux peut-être faire certaines choses un petit peu différemment. Donc, c'est donner vraiment les moyens de ce choix libre et raisonné et soutenir la prise de décision de la personne. Et tout ça, ça passe par cette mise en discussion des préférences des personnes telles qu'elles sont déclarées, pour essayer d'identifier ensemble celles qui sont raisonnables, et puis de donner ces moyens justement de tester le caractère réalisable de ces préférences. Et donc vous voyez que là, vous voyez que les deux éléments sont véritablement fondamentaux par rapport à ça. Il y a la liberté-opportunité, il faut mettre en place l'environnement, il faut mettre en place le contexte pour que les personnes aient réellement l'opportunité de pouvoir formuler un choix raisonné et libre, et pas simplement de subir un choix qui est imposé par l'addiction ou des choses de ce type-là. Donc de pouvoir poser un choix raisonné et libre, c'est ce qu'on appelle la liberté-opportunité dans le cadre de l'approche par les capacités. Et il faut aussi que, d'une certaine manière, la personne soit actrice de tout ce processus. Donc, qu'elle soit, on pourrait même dire pratiquement dans le siège du pilote. Ça veut dire accepter qu'in fine, c'est la personne qui va décider quelle est la préférence qui lui apparaît comme étant raisonnable. Donc, mettre en discussion, mais laisser la personne, on va dire, jouer un rôle acteur ou jouer un rôle prépondérant dans le libre choix, dans le choix libre et raisonné. C'est ce qu'on appelle, dans le cadre de l'approche par les capacités, la liberté processus par rapport à ça. Et j'aimerais juste maintenant peut-être synthétiser les deux, trois enjeux principaux et je vous laisserai, Nathalie, passer à la slide suivante. Et après ça, je vous céderai la parole. Donc, il y a, me semble-t-il, à travers ce que j'ai essayé d'exposer très brièvement et sans doute maladroitement, trois enjeux qui sont importants pour le développement des personnes qui sont en situation de vulnérabilité et pour la promotion de la santé mentale des personnes en question. Un premier enjeu, c'est de soutenir la capacité d'action des personnes. Là, ça peut aussi vouloir dire la capacité de poser des choix libres et raisonnés en mettant des moyens appropriés dans un environnement qui soit adéquat, qui ne juge pas les personnes, qui ne va pas exclure les personnes qui ne seraient pas méritantes, comme je l'ai évoqué tout au début de mon propos. Premier enjeu, donc soutenir cette capacité d'action. Deuxième enjeu, reconnaître la liberté de choix, mais tout en l'inscrivant dans cette idée d'une liberté de choix qui doit être raisonnable. Donc ça veut dire donner les conditions de l'autonomie et de l'autodétermination, donc dépasser cette dichotomie qui, quelque part, si on adopte l'approche par les capacités, n'amène nulle part ou amène à des impasses ou à des cul-de-sac. C'est cette dichotomie qui dit ben, on va laisser les personnes décider de manière souveraine, on ne va pas questionner les préférences qu'elles déclarent ou qu'elles formulent. Et de l'autre côté, on va décider à la place des personnes à travers une vision qui est assez paternaliste. Et le troisième enjeu, c'est tout l'enjeu de quelle est la perception qu'on peut avoir des personnes vulnérables. Et il y a là aussi deux écueils qui, selon l'approche par les capacités, devraient être évités. C'est un écueil d'infantilisation, c'est-à-dire ben, les personnes vulnérables sont incapables, donc il faut faire à la place de ces personnes, il faut décider à la place de ces personnes, on ne peut pas leur faire confiance. Et puis il y a un autre écueil qui consiste à dire, mais les personnes vulnérables sont en fait hyper capables, il ne tient qu'à elles de se bouger, de se motiver et d'arriver à trouver les solutions en elles-mêmes. Donc, c'est qu'une question de motivation d'une certaine façon. Donc, il me semble qu'entre cette hyper-responsabilisation des personnes vulnérables et puis cette hyper-infantilisation des personnes vulnérables, il y a une voie à trouver. Et c'est cette voie que maintenant Nathalie va vous détailler de manière beaucoup plus pratique que je n'ai pu le faire pendant ces quelques minutes.
Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup Jean-Michel de cet éclairage absolument fondamental. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on Euh, t'entend très bien, oui, Nathalie. impeccable. D'accord. Alors je vais essayer donc de proposer une application, en tout cas pour le tabac. Vous allez voir pourquoi, parmi toutes les substances, je propose de nous centrer sur le tabac. Alors, euh, pour rebondir sur ce qu'a évoqué Jean-Michel, on pourrait dire qu'un sujet fumeur se disant non motivé à l'arrêt se perçoit probablement dans l'incapacité de cesser de fumer. C'est vrai que ces questions autour de la capacité sont rarement mises en avant. On parle beaucoup d'entretien motivationnel, on parle beaucoup de motivation, moins de capacité. Quelles sont ces barrières incapacitantes et spécialement pour la question du tabac? Alors d'abord, la vulnérabilité sociale. Vous savez que les personnes les plus précaires ont des difficultés à se projeter dans l'avenir. C'est l'immédiateté qui est privilégiée, en fait, tout simplement parce que l'incertitude rend difficile la planification du changement. Et puis, les bénéfices sur la santé ne sont pas dans le champ de vision, c'est le quotidien qui prime, parfois même la survie, et se rajoutent les difficultés d'accès aux soins. Il y a aussi, particulièrement pour le tabac, un handicap. Jean-Michel parlait tout à l'heure d'handicap, donc de personnes en situation de handicap. Eh bien, le tabac, principalement, cette substance-là engendre un état d'handicap cérébral avec, et ça, les soignants ne le savent pas forcément de manière très, très approfondie, le tabagisme engendre des modifications structurelles cérébrales qui ont un impact direct sur la capacité de changement, sur la capacité de décision, et c'est extrêmement compliqué pour la personne de se motiver du fait aussi de changements sur l'humeur, avec une réduction visible à l'IRM des structures fragiles de l'humeur dues à l'oxyde de carbone, aux hydrocarbures, etc. Et donc, une difficulté à changer. Il y a aussi les impacts neurohormonaux du tabac qui engendrent une fatigue, une inflammation générale qui majore l'état dépressif. Donc, bon, c'est vraiment compliqué. Euh, et puis, il y a le fameux environnement dont Jean-Michel a largement parlé et qui est souvent effectivement sous-estimé dans toutes nos entreprises, à nous, soignants, d'accompagner le patient. Il y a eh bien, ces représentations sur ben, le tabac, l'arrêt du tabac dépend de la volonté. Le tabac me fait du bien au moral, me donne un coup de boost, me permet de me concentrer. Alors, j'ai pas le temps, j'évoquerai euh, ces représentations tout à l'heure. J'ai pas le temps de le détailler et de l'approfondir. Il y a aussi des représentations sur le traitement. Par exemple, on ne peut pas fumer sur des patchs, les patchs rendent addictifs, etc. Sont addictifs, pardon. Il y a aussi, concernant l'environnement, les disponibilités des traitements et puis la disponibilité des professionnels. Il y a le problème de la publicité au cinéma, j'y reviendrai tout à l'heure. Et tout ça crée un environnement qui n'est évidemment pas favorable euh, à la mobilisation, au changement de la personne. Ainsi, même si le sujet est motivé, il rencontre des obstacles à transformer cette motivation en action. Et je crois que dans les questions préalables qui avaient été posées par les participants, on parlait de l'approche motivationnelle. Les chercheurs sont assez d'accord, y compris l'équipe de Rolnick, qui rappelle que l'entretien motivationnel a une action sur le besoin de se sentir autonome dans ses actions plutôt que contrôlé ou contraint à agir, mais que la gestion du changement s'appuie aussi fortement sur le besoin de se sentir compétent pour agir. Et donc, en fait,
les chercheurs disent, en fait, l'approche motivationnelle rencontre des limites si on l'utilise seule ou si elle est utilisée avant de mettre le sujet en situation de liberté réelle par l'accroissement de sa capacité à agir. Alors, on va essayer d'approfondir ce qui concerne les obstacles environnementaux au changement. La Ligue nationale contre le cancer a produit un rapport, le troisième dans ce domaine, en 2021, sur tabac à l'écran. Et ce rapport montre que 60% des fumeurs réguliers ont alors envie de fumer et 72% des ex-fumeurs se sentent incités à reprendre le tabac. Donc, il y a quand même un réel problème. On pourrait transposer ça à la question de l'alcool également. Vous le savez, l'écran est le haut lieu de placement de produits tabac, alcool. Et donc, ça pose un problème. Peu de formation des professionnels de santé pour l'aide à l'arrêt du tabac ou alors euh, une non-intervention, on le connaît dans le milieu de l'addiction, des professionnels de l'addiction, où pendant longtemps, et ça c'est Jean-Michel Delille qui le dit, eh bien il y avait la tentation de laisser au moins le tabac pour ne pas embêter les patients qui venaient pour s'arrêter pour l'alcool, pour les opiacés ou la cocaïne. Les patchs. Pas d'instructions claires pour les posologies des patchs, vous le savez, elles sont souvent sous-adaptées. Un patch pour un paquet ne suffit jamais et c'est plutôt 2 patchs ou 3 patchs. Et pourtant, l'AMM persiste à un patch maximum par jour, ce qui est largement insuffisant. D'ailleurs, les patchs viennent à manquer régulièrement dans les pharmacies. L'inhaleur de nicotine vient d'être arrêté d'être commercialisé. La varénicline, depuis 4 ans, n'est plus disponible. Le bupropion, le Ziban, n'est pas remboursé. La citizine, qui elle est pourtant disponible au Portugal, en Espagne et en Angleterre, n'est pas disponible en France. Donc vous voyez qu'il y a quand même des obstacles environnementaux. On y ajoute la recommandation HAS qui date de 2014, qui est en train d'être réactualisée. Mais enfin, pendant 10 ans, peut-être que les recommandations n'atteignaient pas suffisamment leur objectif. Et puis enfin, depuis 2018, vous le savez, les infirmières, les kinés et autres professionnels de santé ont le droit de prescription des patchs. Et pourtant, il n'y a toujours pas de nomenclature spécifiquement prévue, notamment pour les infirmières, mais également pour les kinésithérapeutes. Donc, c'est vraiment un gros, gros problème que de dire aux patients, on va vous aider, il y a des campagnes, il faut arrêter de fumer, c'est pas bon pour votre santé. Et en même temps, eh bien, les ressources dont parlait Jean-Michel ne sont pas au rendez-vous. Alors, une autre question, c'est de s'adapter aux objectifs réalistes. Jean-Michel en parlait tout à l'heure. Il parlait d'objectifs réalistes et ensuite d'objectifs réalisables. On en parlera. Mais réaliste, de quoi parle-t-on? Actuellement, ce qui importe dans la relation de soins aux yeux du soignant, ce sont les bénéfices de l'arrêt à terme. C'est-à-dire, cesser de fumer engendre de réels bénéfices pour la santé. Voilà ce que disent les médecins spécialistes, les cardiologues, les pneumologues. Quantifier le niveau de dépendance du patient permet une prise de conscience. Il faut lui faire mettre en exergue les inconvénients de fumer et les bénéfices de l'abstinence pour sa santé, pour ses finances, etc. Alors, est-ce que ceci a porté ses fruits suffisamment pour emmener les patients vers le sevrage? Il y a aussi le guider pour qu'il exprime mieux ses motivations à changer. C'est tout l'art de l'entretien motivationnel qui est beaucoup promu dans nos enseignements en addictologie. Mais voilà ce qui existe actuellement. Maintenant, si on interroge les besoins réels, ils ne sont pas tout à fait superposables. Si on écoute longuement les patients et en profondeur, qu'est-ce qui compte aux yeux de la personne? Quels sont ses objectifs réalistes? Je veux être compris.
C'est-à-dire que la personne a besoin d'être déculpabilisée. Ça, je pense que tous les soignants qui œuvrent en addictologie en sont absolument convaincus. Il reste à convaincre les autres professionnels, parfois certains, mais aussi ils veulent comprendre. Et donc, c'est ce que disait Jean-Michel, ils ont besoin d'éclairage, ils ont besoin de comprendre ce qui leur arrive et qu'éventuellement, leurs idées soient remises en discussion et guidées par le thérapeute. Ils disent aussi, je ne veux pas souffrir lors de l'arrêt du tabac. Ils ont besoin d'être soulagés. Comme d'ailleurs, on l'a évoqué tout à l'heure, les personnes précaires ont besoin simplement de savoir comment elles vont vivre au quotidien. Et bien là aussi, c'est pareil pour tout un chacun qui fume. C'est si j'arrête de fumer, je vais faire comment pour faire face? Et ça, c'est peut-être pas assez pris en compte. Et puis enfin, j'ai peur de perdre mes repères. J'ai besoin de maîtriser ma vie, mes gestes, mes moments, mon ennui. Euh, le fait que dans un monde qui est devenu hautement incertain, comme vous le savez, eh bien, me disait une patiente, c'est la seule chose où je veux, j'obtiens. Donc, c'est une sensation de maîtriser quelque chose, de contrôler encore un petit peu quelque chose. Alors, je vais vous proposer quelques éléments de repère pour appliquer cela à nos prises en charge de l'addiction au tabac. Alors, ce ne sont que des propositions, hein, évidemment. C'est un concept qu'on essaye de faire émerger dans le domaine de l'addictologie. Il n'est pas complètement stabilisé, il faut le travailler et c'est tout à fait intéressant d'échanger avec vous à ce propos. Donc, je rebondis sur ce qu'a dit longuement Jean-Michel. Les capacités, ce sont les libertés réelles de mener une vie que l'on a des raisons de valoriser. Et ça se décline en liberté opportunité et en liberté processus. La liberté opportunité, c'est le fait d'accéder au choix. Et la liberté processus, c'est ensuite la possibilité d'atteindre les objectifs visés. Eh bien, je parlais tout à l'heure du besoin de comprendre. Et ce besoin de comprendre vient utilement nourrir, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu au fil de mon expérience de nombreuses années d'accompagnement des patients, besoin de comprendre ce qui leur arrive, d'une part par la possibilité d'être déculpabilisés, ce qui leur permet d'ouvrir, de s'ouvrir à la discussion. Si on dit il faut, il y a qu'à, vous devez arrêter de fumer, mais enfin je vous l'ai déjà dit 100 fois, euh, voilà. Or, certains soignants, notamment euh, parfois spécialistes, qui pensent bien faire, hein, en disant, voilà, là, je ne pourrais pas stabiliser votre tension si vous n'arrêtez pas de fumer. OK. Mais finalement, il faut bien aussi faire comprendre à la personne qu'elle n'est pas ni en faute, ni responsable de son addiction. Et puis, le besoin de comprendre, c'est justement de recevoir les points de vue alternatifs dont parlait Jean-Michel sur euh, leur représentation du tabac. Le tabac est vécu par le fumeur comme un soutien psychique quasi fusionnel qui l'aide à surmonter son quotidien. Et c'est intéressant de lui apporter des éléments d'éclairage et on va le voir ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire. On a parlé tout à l'heure de besoin de soulagement. Il y a beaucoup de patients qui sont terrorisés à l'idée d'arrêter. Et on va voir comment leur permettre d'être autonomisés pour se mobiliser et réellement à accéder au changement. Et puis, on a évoqué le fait qu'ils avaient besoin de maîtrise, hein, et de ne pas perdre tous leurs repères. Et on va voir comment on peut les engager dans une réflexivité active et un parcours progressif où ils reprennent la main et le pilotage. Alors, commençons par la liberté-opportunité et le besoin de comprendre. L'accès au choix. La base, c'est l'approche centrée patient. C'est l'accueil inconditionnel de l'expression du sujet, le non-jugement et l'empathie. Et ça, tous les professionnels de la dictologie sont parfaitement au point sur cette façon d'aborder.
c'est le socle de l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire la confiance dans les ressources de la personne et le partage des objectifs et des moyens pour y parvenir. C'est aussi la déculpabilisation proactive. Et là, je vous propose quelques messages simples. Dire à la personne que le cerveau humain est de nature addictive contribue à la déculpabiliser. Dire que l'addiction est la pathologie la plus répandue, qu'il s'agit d'un phénomène indépendant de la volonté, que la rechute fait partie intégrante et formatrice du parcours et que l'addiction au tabac est la plus difficile à gérer. Hein. Le fait de reconnaître qu'il est très difficile de sortir du tabac, c'est reconnaître la réalité de la souffrance de la personne. Et donc, c'est la considérer et considérer ses capacités potentielles. Dire à contrario, mais il suffit de le vouloir et quand on veut, on peut, vous comprenez bien que ça amène à un blocage. Et donc, mais ça, bien sûr, tous les professionnels de santé qui s'intéressent un petit peu à l'addiction sont au clair avec ça. Maintenant, peut-être moins connu, la transmission de points de vue alternatifs. Vous voyez, par exemple, souvent, mes collègues, y compris tabacologues, peuvent dire, bah, écoutez, au patient qui vient en disant, de toute façon, moi, c'est l'arrêt brutal ou rien, je vais suivre ce que veut le patient. Et moi, j'ai tendance, lorsque j'accueille le patient qui me dit, mais moi, c'est l'arrêt brutal ou rien, à essayer de travailler avec lui des points de vue alternatifs qui le confortent dans le fait qu'un arrêt progressif sous traitement pourrait lui être profitable. En tout état de cause, les points de vue alternatifs essentiels à transmettre sont ceux sur l'impact psychique du tabac. Il s'agit de permettre au patient de comprendre sa problématique par la compréhension de la dualité des effets psychiques du tabac. On met à sa portée une base rationnelle et c'est extrêmement important de le considérer comme apte à comprendre. C'est d'abord le fait de lui expliquer que le tabagisme engendre un état cérébral dépressif au long cours, mais que le tabac contient des substances antidépressives qui vont améliorer l'humeur à partir du moment où on consomme sa cigarette. De même, le tabac est anxiogène. Alors, j'ai pas le temps de vous expliquer tous les mécanismes, mais vous les aurez dans les références que j'ai mis en dessous. Mais au moment où on inhale la fumée, on va ressentir un effet relaxant musculaire direct et une sensation de détente. La nicotine est une substance qui a des effets physiques relaxants. Et puis les mouvements inspiratoires, expiratoires et les mouvements du diaphragme, vous le savez, en sophrologie et en méditation, sont favorables à l'apaisement. Et puis enfin, le tabac génère une fatigue par l'oxyde de carbone et une baisse de vigilance. Mais le cortisol qui est produit au moment de la consommation de la cigarette va booster la vigilance et la concentration. Donc ça, c'est très important à comprendre et si je vous le fournis ici, comme souvent dans mes présentations qui ont trait au tabac, c'est que je me suis beaucoup intéressée au feedback des patients et tous disent qu'à partir du moment où ils ont compris ce qui leur arrivait, ça a changé leur point de vue. Alors voilà le message synthétique qui traduit ce que je viens de vous dire, c'est que les trois types d'effets psychiques recherchés, habituellement, ce qu'ils vous disent, pour la détente, pour le moral, pour la concentration, sont en fait des soulagements répétés à chaque cigarette fumée du mal-être chronique induit par le tabagisme. Donc vous voyez que c'est extrêmement important que la personne comprenne ça, c'est-à-dire que le tabac est un faux ami qui répare momentanément lors de la consommation ce qu'il détériore au long cours. Quand la personne comprend ça, elle met à distance ses représentations qu'elle avait jusqu'à présent sur les effets bénéfiques psychiques du tabac. C'est extrêmement important de l'éclairer sur ce point. Ensuite, je passe à l'autre versant, la liberté processus, la possibilité d'atteindre ensuite les objectifs visés. Alors là, il y a quelque chose de très important, c'est
le seuil d'autonomisation. Selon Bruno Boisdin, le seuil de santé est un seuil minimal qui est un préalable au rôle potentiellement actif de l'individu sur le développement de sa propre santé. Dans l'addiction au tabac, nous proposons le terme de seuil d'autonomisation, c'est-à-dire la possibilité du développement du pouvoir d'agir. Eh bien, ça consiste d'entrée de jeu à soulager le craving par un traitement adapté et efficace. Et ça, il y a plusieurs chercheurs qui le proposent. Bertrand Dotzenberg, par exemple, qui insiste sur l'utilité d'initier un traitement avant d'attendre une motivation claire. L'American Thoracic Society, elle aussi, propose d'initier un traitement précocement. L'ASFT a proposé dans un article que je vous ai mis en référence une posologie thérapeutique substitutive largement accrue, jusqu'à plusieurs patchs par jour. Si la vape est souhaitée par les usagers, eh bien, le lui proposer, mais sous réserve de préconisations d'utilisation qui peuvent être, par exemple, de ne pas vapoter dans des endroits où on ne fumait pas auparavant, ou d'adjoindre, par exemple, des substituts nicotiniques pour moins être tenté de l'avoir à la bouche en permanence, d'avoir une concentration nicotinique suffisante. Tout ça, vous connaissez. Et propose donc la vape en situation de précarité, de comorbidité psychiatrique et de coaddiction. Ça, c'est le Haut Conseil de santé publique qui l'a évoqué. Et enfin, d'adjoindre des thérapies de gestion de l'humeur chez les patients avec une dépression actuelle ou passée. Ça, ce sont finalement la possibilité, j'ai mis une bouée en image, mais c'est vraiment un élitreuillage qui permet à la personne de sortir de l'envasement dans lequel elle est enfermée pour lui permettre de retrouver un minimum de liberté d'agir. Le seuil d'autonomisation, c'est aussi d'accroître l'envie intrinsèque de changer, non pas seulement en entretien, mais dans l'action. C'est ce que disait Jean-Michel quand il parlait de vécu. C'est très important. Le fait d'initier le traitement et de continuer à fumer durant les jours suivants, sans chercher à réduire sa consommation, va permettre de rouler avec la résistance. Il ne s'agit pas de lui dire posez une date et à partir de cette date, vous ne fumerez plus. C'est une injonction qui est juste impossible à tenir la plupart du temps. On va lui proposer aussi de gérer lui-même son traitement addictolytique, que ce soit la varenicline ou la substitution nicotinique. On va le rendre acteur du management de son traitement. Et on sait que le dosage des patchs augmenté par palier jusqu'à percevoir une modification puis une dépréciation de l'intérêt du tabac va engendrer une réduction de l'envie de fumer. C'est ce qu'on appelle la notion de titration. On annonce une démarche progressive, ce qui allège l'appréhension, et on qualifie les phases successives du parcours d'expérience et non pas de démarche définitive vers l'arrêt. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas tant la motivation qui, comme on le pensait jusqu'à maintenant, engendrerait le sentiment de capacité, mais bien la capacité qui va permettre de développer la motivation. J'ai un patient qui me disait, au terme de son arrêt de tabac depuis à peu près 3 ou 4 mois, en fait, la motivation, elle vient à partir du moment où on a arrêté de fumer. Ça, c'est vraiment les paroles d'un patient et beaucoup l'expriment aussi de cette manière ou d'une autre. Et puis, je vous parlais du pilotage et de la gestion active de l'ambivalence. C'est très important de transmettre aux patients des stratégies comportementales de réduction du craving, fumer en pleine conscience, majorer un petit peu la façon de fumer pour percevoir un peu plus l'effet gavant du tabac, se le mémoriser au coucher pour renforcer la modification de la représentation du tabac, et puis réaliser des auto-évaluations des consommations. Bon, ça, vous le faites. Management participatif du traitement, on vient d'en parler. Mise en œuvre d'autres sources de gratification, vous savez le faire. Et tout ça contribue à une autonomisation. Alors, je crois que dans les questions préalables, Clément avait parlé quid de l'entretien motivationnel. On pourrait dire que l'entretien motivationnel consiste en une communication guidée et une résolution de l'ambivalence par l'expression et le dialogue avec le patient.
eh bien, l'approche par les capabilités pourrait, en miroir, correspondre à une action guidée, hein, et c'est bien ce que disait Jean-Michel en disant on ne laisse pas le patient libre de tout choix sans le mettre en discussion. Donc, on est bien dans une action du thérapeute qui est de guider le patient et une résolution de l'ambivalence par le vécu. Le vécu, c'est-à-dire la perception d'un changement de gratification, un changement de ressenti du tabagisme sur le cerveau. Et ça va pouvoir se faire que par un soutien non seulement du thérapeute, mais un soutien effectif par un véritable traitement à bonne dose et efficace. Maintenant, je finirai par les enjeux environnementaux dont a parlé largement Jean-Michel, parce que là, je vous ai livré jusqu'à présent quelle pouvait être, nous, en tant que soignants, notre contribution à la mobilisation du patient. Mais évidemment, et Jean-Michel a ô combien raison, ça ne suffit pas. Et si ça peut contribuer à votre propre déculpabilisation, de savoir que ça ne dépend pas que de vous, eh bien, on aura fait aussi un grand pas. C'est la notion d'environnement capacitant qui permet aux patients de transformer, comme le disait Jean-Michel, ces libertés formelles en libertés réelles. Ce sont les facteurs de conversion. Eh bien, il y a donc ce qu'on vient de dire là, les facteurs de conversion individuelle, les aptitudes cognitives et comportementales du patient et leur utilisation effective soutenue par un accompagnement adapté aux besoins, un accompagnement relationnel et un accompagnement thérapeutique. Mais il y a aussi les facteurs de conversion environnementaux. Ce sont les campagnes nationales de prévention, ce sont l'augmentation du prix du tabac, ce sont le remboursement des traitements, et je vous rappelle qu'il n'est pas acquis à ce jour, ce sont les droits de prescription, mais il faudrait ajouter aussi les cotations des actes adéquats. Et puis il y a les facteurs de conversion sociaux et politiques. Et donc, Jean-Michel parlait justement de ce type de facteur. Eh bien, ce pourrait être, et ça, ce sont des propositions que je lance, le financement de consultations spécialisées, que ce soit pour les paramédicaux ou les médecins, la formation systématique des étudiants en santé, ce n'est pas acquis à ce jour, la valorisation financière des consultations dédiées des professionnels de santé, la lutte contre la publicité au cinéma, contre l'ingérence des cigarettiers dans les politiques publiques. Je vous rappelle que c'est écrit en toutes lettres dans le PNLT, Programme national de lutte contre le tabagisme 2023-2027, sauf qu'il était déjà inscrit dans le précédent plan 2018-2022. Donc, ça pose question. Le financement systématique des démarches lieux de santé sans tabac, qui n'est pas acquis non plus à ce jour, et les enjeux valorisés. Et là, on peut interroger la haute autorité de santé. Vous le savez que les établissements sont soumis à la nécessité d'être et l'obligation d'être certifiés régulièrement. Or, cette certification, si elle comprend d'importants critères sur notamment, par exemple, la gestion de la douleur, prise en compte de la douleur, l'hygiène, la transfusion, il n'en est rien pour le tabac. Nous n'avons pas de critères à ce jour de certification pour le tabac et ça pourrait poser question, ce d'autant plus que le tabagisme peut s'apparenter à un handicap, comme on l'a dit, et à une souffrance du patient. L'action des instances de santé pour le retour des traitements utiles est validée, et ça, la Société francophone de tabacologie est en pourparlers actuellement avec la CNAM et la DGS pour ces problématiques autour de la varénicline, et puis une réflexion autour des ruptures de stock en pharmacie, des patchs, dont on sait qu'ils sont liés, comme pour les autres médicaments, à des problèmes de niveau de remboursement et de paiement des entreprises pharmaceutiques. Donc tout ça pose question et vous voyez que effectivement je vous ai proposé les choses qui vous concernent directement, qui sont les facteurs de conversion individuelle et ce que vous pouvez éventuellement apporter, mais ça ne suffit pas. Et nous devons tous être conscients que notre action ne peut suffire si elle n'est pas soutenue par des facteurs de conversion environnementaux et surtout des facteurs de conversion sociaux et politiques. Voilà, je vous remercie
j'ai fini pour cette dia. Waouh. Merci Nathalie, merci Jean-Michel hein, pour cette présentation qui était très riche et qui est aussi très inspirante. Je pense qu'il a fait écho à beaucoup de nos pratiques et qui en a peut-être remis en cause, en tout cas certaines situations avec des patients. Donc ouais, votre intervention qui nous a vraiment invité à revoir un peu notre posture d'accompagnement pour essayer d'en avoir une peut-être un peu plus juste et prenant plus en compte ce que souhaitent réellement ou ce qu'a les capacités de vouloir en fait nos patients. Donc il y a eu quelques questions dans le chat. Vous avez répondu à pas mal de questions, notamment sur l'entretien motivationnel, les différences qu'il y avait. Donc on va pas revenir dessus pour respecter le timing de 15h30. Mais on va revenir sur quelques questions qu'il y a eu, donc qui ont été posées à l'inscription. Mais on va commencer par celles qui sont dans le chat pour favoriser les questions qu'il y a eu en direct. Il y a eu une question sur le fait que est-ce que l'approche par les capacités est-elle une cousine de celle du changement de comportement? Et est-ce qu'elle vous semble être plus accessible, en tout cas pour les professionnels? Est-ce que la différence et la proximité avec la notion de changement de comportement et de capacité? Alors, je propose que Jean-Michel réponde éventuellement. Alors, changement de comportement, ça veut dire que, juste pour être sûr de comprendre, parce que moi je suis moins expert, on va dire, de ce type de choses, les changements de comportement, ça voudrait dire que, en fait, le but de l'approche, c'est de changer les comportements des personnes, c'est ça? Ou C'est ça. l'approche changement de comportement? Oui. Est-ce que ça pourrait être, Jean-Michel, l'empowerment, ce que pensent les professionnels de l'importance de l'empowerment, c'est-à-dire que la personne se sente capable? Alors, il y a peut-être des éléments comme ça, mais moi, je vous réponds avec les éléments de compréhension que j'ai en tête et qui sont forcément limités. Il me semble que l'approche par les capacités, elle doit donner les moyens du choix libre et raisonné, comme j'ai dit, mais en même temps, elle doit reconnaître le choix que la personne va poser après coup. Mm. Et si on insiste sur le changement de comportement en tant que tel, eh bien, on va quelque part préempter le résultat du processus. Et il me semble que si on prend au sérieux l'approche par les capacités avec l'idée de liberté de choix, quelque part, si la personne ne change pas de comportement à l'issue de la discussion qui a remis en cause ses préférences et ses aspirations, c'est quelque chose qui est acceptable. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais après, ça veut dire qu'on peut continuer à discuter Mm. de son comportement et de ces choses-là. Mais l'idée l'idée est beaucoup plus de mettre la personne en position de faire un choix libre et raisonné, quel que soit le contenu de ce choix, que de changer à tout prix son Oui. comportement. Je ne sais pas si c'est très très clair ce que je vous dis, et c'est tout à fait possible que Si, je oui. réponde à côté de la question. Mais j'essaye de vous répondre avec les éléments de compréhension que j'ai dans ma tête. Oui, ça peut être tout à fait le cas pour reprendre le tabac d'une personne qui a réussi, par exemple, un arrêt, ou pas d'ailleurs, et qui revient nous dire, écoutez, là, de toute façon, mon contexte de vie est tellement compliqué, je viens de divorcer, j'ai perdu mon père, j'ai eu un accident grave, etc. Là, j'ai besoin de fumer, j'ai bien compris tout ce que vous m'avez dit, mais là, j'ai besoin. Eh bien, tout à fait. Tout à fait. C'est le même principe que la rechute. Il y a une rechute. C'est pas grave. On reprend la discussion, comme dit Jean-Michel, et on accepte en fonction de ce que dit la personne, une fois qu'on s'est assuré qu'elle est bien informée, bien éclairée, euh, que effectivement, elle a toutes les cartes en main pour décider. Oui, et puis je dirais qu'une décision, peut-être de ne pas changer de comportement, elle peut toujours être une décision provisoire. Il y a rien de définitif dans cette approche. On est dans quelque chose qui s'inscrit dans une très longue durée et où la personne peut choisir librement et de manière éclairée que ce n'est pas raisonnable pour elle à tel ou tel moment d'arrêter de fumer et remettre ça sur la table plus tard. Oui, donc cette liberté de choix raisonnable, ce serait ça. Donc le droit pour la personne de ne pas changer de comportement, si on veut bien. Ouais. Voilà. Et le droit Super. de changer d'avis. Et par exemple, je réinsiste sur la notion d'expérience et d'expérimentation. Moi, je présente toujours à la personne l'idée qu'elle va expérimenter un changement pour une durée,
qu'on ne connaît pas à l'avance. Et que si finalement cette nouvelle vie ne lui convient pas, elle pourra revenir en arrière. C'est ça. Merci pour cette réponse très claire, effectivement, où l'approche par les capacités ne nous pousse pas forcément, enfin, il faut se décentrer de vouloir faire en sorte qu'il y ait absolument un changement qui soit pris par le patient. Une autre question justement concernant le tabac qui avait été posée dans le chat. Si on commence un traitement, mais qu'on dit au patient de maintenir sa consommation de tabac, ne va-t-on pas plutôt augmenter son seuil de tolérance? J'ai du mal à comprendre comment cela peut aider le patient à arrêter. Ah, Alors, alors, je vais essayer de répondre rapidement, brièvement. En fait, non, il n'y a pas une augmentation du seuil de tolérance, au contraire, puisque, en fait, par la diffusion, la cinétique de diffusion linéaire du patch, eh bien, à bonne dose, hein, j'entends, cela va saturer les récepteurs, notamment cérébraux, mais également somatiques. Et en fumant, par-dessus, entre guillemets, ce traitement, le patient va ressentir une modification de perception du tabac, hein, une modification de son ressenti. Et ça, c'est très important, c'est ce qu'on évoquait avec Jean-Michel, le vécu. C'est quelque chose d'important parce que si ça reste juste sur une idée dialectique que le tabac, c'est pas bon et que finalement, il vaudrait mieux arrêter, alors que le patient ressent une attraction, un besoin fou, quitter le tabac brutalement en l'aimant encore mène à un risque de rechute, un rebond dépressif et une frustration intense. Par contre, le quitter progressivement en ayant géré l'ambivalence entre le cerveau qui veut arrêter de fumer et l'autre cerveau qui veut continuer, hein, cette ambivalence très humaine et très développée dans les addictions, notamment dans le tabac, eh bien, si on gère, si on permet à la personne de progressivement changer de représentation par rapport au produit tabac, on va gagner une pérennité, on va dire, dans le changement et surtout éviter les risques de symptômes de sevrage, la prise de poids, le rebond dépressif et la rechute. merci Nathalie. Une autre question qui concernait un peu l'environnement capacitant. Donc là, Nathalie, tu as aussi avec les exemples concernant les obstacles environnementaux du tabac bien détaillés. Mais au tout début de l'intervention, on parlait de mise à disposition dans les États, dans certains pays, d'environnements plus ou moins capacitants. Est-ce qu'il y a des pays, par exemple, où il y a une responsabilité individuelle qui est moins présente que dans d'autres et qu'est-ce qui est concrètement mis en place dans certains pays ou qu'est-ce qui pourrait l'être justement pour éviter que tout repèse, enfin pose en tout cas sur la responsabilité individuelle des, des individus. Jean-Michel, ça c'est de Alors, la politique. oui, mais moi, je vais parler plutôt comment dire, des environnements que je connais un petit peu mieux que la question de la mythologie. Mais c'est vrai que en matière de lien entre l'environnement et les individus, on observe deux conceptions très différentes en termes de politique publique. Il y a une politique publique qui voit ça un petit peu comme des vases communicants. Plus l'État en fait, moins l'individu va en faire. Vous voyez, si l'État fait tout, ben, l'individu va être paresseux, va être dépendant, va pas être motivé, etc., etc. Et donc, si on veut que l'individu soit motivé, ben, il faut baisser le curseur de l'État pour laisser la place à la responsabilité de l'individu. Il y a comme des vases communicants entre les deux, et ça, on retrouve beaucoup dans les États anglo-saxons. Il y a un auteur qui s'appelle George Gilder qui a assez bien théorisé cette idée à la fin des années 70 du siècle passé, qui disait grosso modo que toute personne avait en elle ce qu'elle appelait un facteur E, ce qu'il appelait un facteur E, un facteur énergétique, un facteur de dynamisme, si on veut bien, et que l'action de l'État venait étouffer ce facteur. Et donc, moins l'État en faisait, plus le facteur pouvait s'épanouir. Aide-toi et le ciel t'aidera, d'une certaine façon, hein. Donc voilà, ça c'est une des visions. Et puis vous avez par ailleurs une autre vision qu'on retrouve plus dans les pays scandinaves ou des pays de ce type-là, c'est-à-dire de dire, bah, pour que les personnes puissent développer ou déployer une forme de responsabilité individuelle, il faut leur accorder un certain nombre de ressources. Et s'ils n'ont pas ces ressources, ils vont pas être en mesure de pouvoir se comporter de manière responsable. Je vous donne peut-être juste un exemple, comme ça vous voyez bien la différence entre les deux. Quand on parle d'une assurance chômage, l'assurance chômage verse des prestations aux chômeurs, aux personnes qui sont sans emploi, qui sont des prestations financières, pour qu'elles puissent s'en sortir. Ben, il y a des pays qui vont dire que ces prestations, c'est un oreiller de paresse,
Puis il y a d'autres pays qui vont dire au contraire, ou d'autres politiques publiques qui vont dire, mais ces prestations sont nécessaires parce que ça va permettre aux personnes de refuser des emplois qui sont très mal payés, de refuser de prendre n'importe quel type d'emploi, parce que quelque part, le chômage leur permet de se prémunir contre des formes d'emploi qui peuvent être pathogènes même d'une certaine façon, c'est-à-dire qui peuvent conduire à des formes de burn-out ou des formes de pathologies qui sont liées à de mauvaises conditions de travail ou des choses de ce type-là. Donc il y a là deux manières différentes d'envisager ça. Et je pense que dans le champ de l'addiction, on pourrait envisager la même chose. Ça veut dire de dire, mais Mm. finalement, ils sont bien gentils, ces gens, mais ils ont qu'à se bouger et puis à se motiver, puis c'est à eux de s'en sortir. Et plus on va les aider, plus ils vont se, comment dire, se complaire dans leur dépendance. Ça, c'est une vision. Et puis une autre vision, ça va être de dire, ben non, parce que tout seuls, ils vont pas s'en sortir. C'est pas, même s'ils sont motivés, ils n'ont pas forcément les capacités pour mettre en œuvre cette motivation. Et donc, vous avez ces deux visions qui sont partagées par rapport à ça. L'approche par les capacités va clairement dans le deuxième sens, pour vous Ouais, répondre, ouais, je pense que vous l'aurez compris sans ouais, surprise, hein. Donc ça, mais voilà, et donc, et je pense que la position qu'on a essayé de mettre en avant avec Nathalie va aussi clairement dans le deuxième sens de ouais. dire aux gens, mais bougez-vous, soyez motivés, c'est quelque chose qui peut très souvent aboutir à des formes de frustration et de culpabilisation parce qu'ils n'y arrivent pas et ils vont peut-être se sentir dévalorisés, méprisés ou je ne sais quoi, alors que finalement, c'est pas de leur fait s'ils n'y arrivent pas. C'est aussi parce qu'ils n'ont pas le soutien et ils ne sont pas dans les conditions qui leur permettraient d'y arriver. Je réponds un peu à côté, mais enfin, j'espère que ça donne quand même quelques éléments. Non, je pense que c'était ça, c'était de voir un peu au niveau des États et des différents pays les mises en place différentes qu'il y avait concernant cette responsabilité individuelle où parfois on entend que il y a beaucoup d'assistanat, etc. Donc je pense que c'était exactement ça qui était attendu. Euh, Concernant maintenant les différences, donc il y avait beaucoup de questions avec est-ce que les capacités, s'il y a une différence avec l'entretien motivationnel, avec l'autodétermination, avec l'alliance thérapeutique. Donc on a essayé de regrouper tout ça. Vous avez déjà pas mal répondu, mais peut-être juste pour revenir une dernière fois sur l'entretien motivationnel, il y avait une question en tant que soignant, comment puis-je repérer que je suis dans une logique de capacité plutôt que dans une approche motivationnelle classique? Ben, l'approche, Jean-Michel, je réponds? Oui. Oui, 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 Le- dites-moi. le- le- L'approche motivationnelle, elle implique le patient, puisqu'on lui demande, enfin, comment dire, la définition de l'entretien motivationnel, c'est, je vais le trouver ici, c'est une approche directive, centrée sur le patient, visant à augmenter sa motivation intrinsèque au changement en l'aidant à explorer et à résoudre son ambivalence. Donc, le risque, c'est qu'effectivement, le patient vous dise, ben, je suis motivé, oui, oui, je suis motivé, mais ne pourra pas en lui-même, seulement en lui-même, trouver les motivations intrinsèques au changement par rapport à tout ce qu'on a dit. Hmm. Et comment le soignant va le percevoir? Tout simplement parce que ça va patiner pendant des semaines et pendant des mois. Je pense que maintenant, on le sait, comment dire, vous aviez un autre participant qui posait la question de et pourquoi proposer les patchs en même temps que continuer à fumer? Le problème, c'est que si on ne fait pas ça et qu'on dit à la personne, écoutez, j'essaie de vous motiver là, enfin, on le dit pas, mais en tout cas, le soignant essaye de le faire pour que ça aboutisse à ce que le patient pose une date et à partir de laquelle il pourra mettre les patchs. Vous imaginez, c'est comment le patient peut-il se motiver à un état qui l'effraie au plus haut point, hein, qu'il redoute au plus haut point, et sans savoir, surtout pour ceux qui n'ont jamais tenté un sevrage, qu'est-ce qu'il va devenir. Donc, l'entretien motivationnel déconnecté des ressources mises à disposition du patient, au moins thérapeutiques, risque de faire patiner la démarche. Donc, ben, le soignant se rendra compte parce que ça traînera. Par contre, la motivation est beaucoup plus, comment dire, peut être beaucoup mieux développée une fois que la personne a reçu un soutien
un soutien thérapeutique adapté. Mais encore une fois, ça n'est qu'un pan de toute l'approche par les capacités. On est bien d'accord. C'est juste là, on est juste dans la relation médecin, enfin soignant, patient. Mais ça ne suffit pas non plus. Ouais, dans Merci le Nathalie. champ des politiques sociales, on utilise souvent la notion de capacité à aspirer. Ça veut dire pour une personne de capacité à développer des projets. Et souvent, les personnes très vulnérables sont un peu résignées à leurs conditions et un peu apathiques et ont de la peine à développer des projets. L'addiction est sans doute quelque chose qui se traduit par le même type de situation. Et c'est vrai que le fait de se dire, bon, on va donner la possibilité ou des espaces où les personnes vont pouvoir exprimer ou formuler des projets, c'est déjà un progrès qui est très très notable dans le champ des politiques sociales. Mais si ces projets ne sont pas accompagnés et au final aboutissent à des frustrations parce que les personnes n'arrivent pas à concrétiser ces projets, le retour sur Terre est encore plus brutal que l'envolée qui avait été permise par la formulation du projet, si on veut bien. Donc il est important que la capacité à aspirer, qui peut-être correspond d'une certaine façon à une forme d'entretien motivationnel, si on veut bien, soit soutenu aussi par des éléments qui permettent de tester, d'expérimenter ce genre de choses et de faire des pas en avant par rapport à ça. Merci. Mais justement, ça fait le lien avec la question d'Afrique qui est un peu sur les pratiques professionnelles où il y a eu des questions, je pense, qui ramenaient à des cas patients où une personne demandait comment travailler justement avec un patient, une personne qui a très peu de capacités, qui ben, a pas le plaisir, a pas de plaisir dans la vie, qui ne souhaite pas sortir forcément de chez elle ou qui ont des situations qui sont très très précaires. Comment essayer de travailler avec ce type de patient? Et il y a une deuxième question qui va un peu avec, hein. C'est aussi que faire quand la personne semble, enfin les capacités de la personne semblent aller à l'encontre de sa santé ou de ce que le professionnel de santé veut. Donc le fait de travailler avec des personnes qui ont peu de capacités et ou d'autres qui n'ont pas envie ou que ça va un peu à l'encontre de Alors, la santé et du rôle des professionnels. je vais commencer, Jean-Michel, et puis vous compléterez. En fait, par exemple, pour le tabac, je suis amenée à intervenir à l'hôpital chaque semaine dans un atelier destiné aux personnes précaires qui sont là en hospitalisation pour opiacés, addiction à l'héroïne, cocaïne, ou en tout cas, s'ils sont en hospitalisation complète, c'est qu'ils ont des facteurs de vulnérabilité particuliers. De comorbidité psy ou de situation sociale. Et donc, ces personnes, vous imaginez bien, euh, n'ont pas a priori envie de se séparer de ce soutien à la fois oral, à la fois perçu comme bénéfique à leur quotidien. Et pourtant, on y arrive euh, d'une part en proposant d'expérimenter, je reviens sur ces mots qui sont importants, d'expérimenter un changement et non pas les mettre dans une perspective qu'ils ne peuvent pas appréhender, qui est d'abord l'arrêt définitif de leur tabagisme. C'est déjà dur à envisager pour tout un chacun et même les patients en situation aisée. Mais pour eux, on l'a dit, hein, ils sont dans l'immédiateté et dans la survie au quotidien. Euh, mais c'est d'expérimenter un changement. Et si même ça, c'est trop difficile à appréhender, on leur propose de démarrer un soutien thérapeutique par des patchs, un patch, deux patchs, trois à la fois par jour, et de nous dire quel changement dans leur perception, tout en fumant, qu'est-ce qu'ils ressentent. Et ça, euh, on le sait, l'hospitalisation est une opportunité d'expérimenter un changement. Hein, on ne le conçoit pas comme ça, on ne le conçoit pas autrement. C'est-à-dire, c'est pas, ils arrivent à l'hôpital, faut qu'ils arrêtent de fumer. C'est pas ça. C'est expérimenter un changement pour imaginer que peut-être il est possible de poursuivre ce changement une fois sortis de leur séjour hospitalier. Voilà ce qu'on fait avec ces personnes-là, en tout cas pour la partie de tabac.
Oui, je pense que pour les publics auxquels nous on a affaire, mais en tant que chercheur et pas en tant qu'intervenant, hein, donc c'est quelque chose qui se rapproche assez de ça. Moi, je me rappelle un cas d'une personne, on faisait des groupes de discussion collectifs avec des jeunes qui étaient en situation de décrochage scolaire et puis qui étaient souvent un peu désillusionnés par rapport à leur situation et qui semblaient ne pas avoir de capacité à aspirer, hein. Donc un petit peu le cas que vous aviez indiqué tout à l'heure. Et puis, le fait de les mettre dans un environnement, un espace où la parole pouvait être libre, où elle n'était pas jugée, a ouvert assez rapidement un certain nombre de ces jeunes. Et il y en a d'autres qui, au contraire, ne s'ouvraient pas. Ça veut dire rester dans une situation un peu repliée sur eux-mêmes et sembler un peu apathique et sembler un peu subir tout ça. Et je me rappelle une jeune fille qui était sourde. Enfin très très malentendante, on va dire ça comme ça, et qui était simplement là, qui disait rien, qui était très très renfermé sur elle. Et puis nous, on faisait nos groupes de discussion collective, mais il y avait à côté de ça tout le programme. Il s'agissait de monter une pièce de théâtre, etc. Donc nous, on était présents là pendant une heure par semaine. Et puis cette personne, au bout de 2 ou 3 semaines, tout d'un coup, s'est complètement ouvert et elle a raconté tout ce qu'elle avait sur le cœur pendant 15, une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure, ce qui pour elle était énorme. Elle avait pas elle avait pas dit un mot pendant les 2 mois qui précédaient. Donc, quelque part, le fait qu'une personne n'ait pas de capacité est peut-être un point de vue qui est trop pessimiste. Il y a, semble-t-il, chez pratiquement tout le monde, un fond de capacité qui est là et qui, mis dans un environnement favorable et en ayant le temps à disposition pour permettre de le faire, peut petit à petit se déployer. Mais il faut du temps, il faut de la patience et il faut aussi cet environnement favorable. Et je me rappelle que tout le monde, ça avait été un événement dans le cadre du programme et de ce groupe de discussion, parce que tout le monde était sidéré de voir cette jeune qui était complètement apathique et repliée sur elle-même se déployer tout d'un coup par rapport à ces questions. Et je pense que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si les gens sont mis dans un environnement qui les écoute, qui est très bienveillant, qui leur donne des moyens, ben peut-être que la conscientisation, qu'il y a moyen de faire mieux, de faire autrement, est quelque chose qui petit à petit, quelqu'un parlait tout à l'heure dans une des remarques, planter une graine. Donc, Mm. oui, planter une graine, puis il y a des graines qui mettent plus de temps que d'autres à pousser, mais au final, elles poussent toutes un petit peu quand même. Et puis même si elles poussent pas beaucoup, ben c'est déjà ça, quoi. Je sais Euh, pas si ça répond, mais oui, voilà. j'ajouterais que, à propos de petites graines, que voyez ce que je vous ai donné comme éclairage sur l'impact psychique du tabac et la modification des représentations. Imaginez que nous en parlons dans ces groupes de patients hospitalisés précaires et que c'est tout à fait à leur portée, alors qu'on pourrait penser, oh là là, sur le cerveau, c'est compliqué, ils vont pas comprendre, mais tout le monde comprend. Si on l'explique en mettant des mots à leur portée, en prenant bien soin avec le feedback de s'assurer que c'est un langage entendable, mais on travaille cette question des représentations sur le bénéfice psychique du tabac et tout un chacun en retire quelque chose et considère que ça l'aide à modifier ses représentations. Et aussi pour rebondir sur la deuxième partie de la question que vous avez évoquée, c'est-à-dire si la personne ne veut pas, mais Ouais. quelque part, il y a aussi cette idée du temps qui peut, à terme, mais sur le long terme, mettre en question ce type de représentation et peut-être encourager la personne, si elle sait et elle a compris que ça nuisait à sa santé et qu'elle ne veut pas, quelque part, c'est le signe comment dire, d'autres problèmes, de formes de résignation ou je ne sais quoi, qui peuvent être mis en question aussi avec le temps. Je crois que le temps est un facteur clé par rapport à ce genre de choses. Et c'est un facteur que le politique ne donne pas forcément toujours, hein. En tout cas, dans les politiques sociales, on veut des résultats très très rapides. Et souvent, la temporalité n'est pas du tout celle des personnes concernées. Eh bien, écoutez, on est pile poil dans les temps et en plus, vous avez répondu à l'ensemble des questions là qu'il y a, je pense, dans le chat où il y avait une autre personne qui vous demandait un exemple de public pour qui cette approche était le plus adaptée. Vous y avez répondu là un peu indirectement. Il y avait d'autres questions, mais pareil, vous y avez répondu sur les personnes qui ne souhaitent pas, qui ne veulent pas. En fait, est-ce que ça peut être une alternative? Et donc là où le facteur temps peut être et changement d'environnement peut être
peut être intéressant. Donc, encore une fois, merci beaucoup. On va respecter les temps parce que je crois que Nathalie, en plus, il Je dois partir. voilà, respecter le timing. Donc, encore une fois, merci beaucoup hein, pour cette présentation qui était très claire et qui, je pense, mériterait d'être re-regardée plusieurs fois en visio parce qu'il y a plein de notions très importantes et ça change un peu. Ben, c'est le titre hein, de paradigme de nos aussi de nos pratiques. Donc, il nécessite un peu de compréhension et de mise en pratique. Dans le fil de discussion, vous avez beaucoup de personnes hein, qui vous remercient pour cet éclairage et cette nouvelle approche. Donc, merci beaucoup. Et puis nous, pour la Coréade, rendez-vous le 24 juin pour cette fois-ci un webinaire consacré aux jeux d'argent et de hasard. Merci beaucoup Très Nathalie, bien. merci Jean-Michel.